Bonsoir à toutes et à tous. Donc pendant 20 minutes, on va parler des interventions non médicamenteuses et de l'évolution qui est en train de se produire dans la littérature et évidemment dans la pratique aussi clinique. Les interventions non médicamenteuses aujourd'hui, c'est une grande éponge conceptuelle avec des mots, des noms, avec des concepts, des régimes oméga 3, des psychothérapies, etc., etc. Et finalement, on ne sait pas trop à quoi elles correspondent. Et l'idée qu'il y a un petit peu derrière, c'est que finalement, tout le monde en fait, notamment dans un certain nombre de disciplines médicales, et on va les appeler des soins de support, des soins complémentaires, des soins de suite, de l'éducation thérapeutique, on va l'appeler également, on va les appeler des thérapies adjuvantes, en particulier en oncologie. Et on va également parler d'actions de prévention secondaire et tertiaire. Et finalement, elles sont utilisées dans beaucoup de secteurs, comme des thérapeutiques, qui sont des thérapeutiques dans le cadre de la réhabilitation, de la mythologie, de la gériatrie, de la rééducation, de la psychiatrie, de la gérontologie, de la réadaptation. Bref, un nombre très conséquent de disciplines les utilisent, mais les utilisent selon des preuves, on va le voir, qui sont parfois un petit peu douteuses. Et depuis 2011, un rapport de la Haute Autorité de Santé, qui est disponible sur Internet, a établi une sorte de point sur comment arriver à les développer et comment arriver à les prescrire, et a défini trois grandes catégories d'interventions non médicamenteuses. D'une part, des traitements psychologiques, on va y revenir, mais les psychothérapies, ou des pratiques qui vont être aussi de l'éducation thérapeutique des patients malades chroniques, des thérapies physiques, de la kinésithérapie, des gestes, des techniques de kinésithérapie, également des programmes d'activité physique, mais on peut parler aujourd'hui de l'ostéopathie, on peut parler de l'acupuncture, un certain nombre de techniques sur lesquelles aujourd'hui elles font partie des thérapies physiques, mais on va voir que ce n'est pas aussi clair que ça en matière d'efficacité. Et dernier point, les règles hygiéno-diététiques, donc des régimes, le fameux régime Dukan dont on peut parler, qui a fait pas mal de polémiques. Est-ce que ce régime est efficace ou pas? Et avec tous les débats également sur les oméga 3, les débats sur un certain nombre de compléments alimentaires qui sont aussi des allégations de santé. Et dans cette ambiguïté-là, finalement, on se retrouve à discuter de toutes ces thérapeutiques et en disant que finalement, elles ont un point commun. Ne serait-il pas important de tenter de prouver leur efficacité, et que ce soit des catégories d'hygiène diététique, que ce soit dans des catégories de thérapie physique ou dans les catégories des psychothérapies et de l'éducation pour la santé, éducation thérapeutique, n'y a-t-il pas l'obligation aujourd'hui d'apporter des preuves pour les usagers? Alors, au départ, on les utilise pourquoi? Ou on pourrait les utiliser pourquoi? Quels sont les objectifs? Le premier point, c'est retarder l'apparition d'une maladie chronique, évidemment induite notamment par un comportement. On se rend compte que 15 millions de personnes en France souffrent d'une affection de longue durée, ALD, et donc notamment alcool plus tabac plus inactivité physique plus aliments dégradés vont conduire à un nombre très conséquent de maladies chroniques, cardiovasculaires, respiratoires, et conduisent évidemment à des personnes qu'on ne va pas guérir. Mais potentiellement, on peut ne pas guérir une maladie, mais on peut retarder son apparition. Donc la personne peut être quand même malade, mais si on peut arriver à la faire mieux vivre et diagnostiquer la maladie plus tard, c'est évidemment tout ça de gagner pour les patients et pour les sujets dans une perspective finalement de bien vieillir. On ne guérit pas une maladie qui est pour l'instant pas guérissable, mais quand même on arrive à améliorer de façon très significative la vie de la personne. Deuxième point, on peut potentialiser les bénéfices des traitements conventionnels dans beaucoup de cas parce que les personnes ne sont pas en forme physique, notamment dans les cancers.
et les traitements du cancer, parce qu'elles ne sont pas en forme, les cures de chimiothérapie ne sont pas prises de façon pertinente et il y a du retard. Et finalement, la complémentarité, il y a une grande réflexion dans le domaine de l'oncologie à dire si les thérapies non médicamenteuses viennent compléter les thérapies médicamenteuses, alors en gros elles vont même les potentialiser. Autre problématique sur l'observance, de vraies questions des sciences humaines, d'observance de médicaments. Lorsqu'on prescrit un médicament, est-ce que les patients vont consommer ces médicaments? Souvent, on se rend compte qu'un patient sur deux vont consommer correctement les médicaments simplement parce qu'ils n'en comprennent pas forcément l'usage ou autre, simplement il y a des priorités, il y a des symptômes qui sont diminués, finalement l'armoire à pharmacie se remplit parce que ça va beaucoup mieux, et puis dès que ça va mal, ils en prennent trop. Et donc ces problématiques-là de non-suivi des médicaments amènent des conséquences, et donc la réflexion c'est comment potentialiser les traitements conventionnels par ces interventions non médicamenteuses. Troisième point, c'est limiter les conséquences systémiques d'une maladie chronique et de ses traitements, donc de s'approprier plus correctement une maladie, la faire sienne, et quelque part amener à ce que le patient la gère beaucoup mieux, et donc améliore son état de santé, sa qualité de vie, sa participation sociale, et un élément très important, notamment prôné par le professeur Bousquet dans la région Languedoc-Roussillon, il est de réfléchir à un malade avec une seule maladie chronique, ça n'existe quasiment pas. Il a souvent d'autres pathologies sous-jacentes. Eh bien, les interventions non médicamenteuses, si elles n'ont pas un effet direct sur la maladie chronique en tant que telle, elles peuvent prévenir d'autres maladies qui sont en gestation, qui sont un peu souterraines, et sur lesquelles on peut retarder l'apparition de cette deuxième maladie, et non pas cette première maladie. Et donc, dernier point, et dans de rares cas, les interventions non médicamenteuses peuvent guérir un certain nombre de pathologies, et il n'y en a pas autant que ça, hélas. Alors, pourquoi elles se développent, ces interventions non médicamenteuses, depuis 2010? Pour au moins 11 raisons. La première, c'est que les études et les recherches animales montrent à quel point un comportement va influencer notre santé. Donc des études expérimentales, c'est toujours intéressant de tester, évidemment avec les limites de l'analogie entre un animal et un être humain, mais il y a quand même un certain nombre de preuves aujourd'hui que ces comportements vont avoir des effets délétères sur leur santé. Deuxième élément important, les études de cohorte qui n'existaient pas il y a à peine une quinzaine d'années. On suit des personnes pendant plus de 60 ans et on analyse les trajectoires et on arrive à identifier quels sont les facteurs qui traduisent une évolution en bonne santé ou en mauvaise santé. Et là, encore une fois, dans le cadre de ces comportements, chez l'homme, et non plus sur des petites périodes de vie, mais sur de longues périodes de vie, le comportement va être un déterminant de la santé et de la qualité de vie des personnes. Et donc le comportement, les comportements de santé, finalement, et l'usage d'interventions non médicamenteuses va être un signe pour certains patients d'une amélioration de façon significative, voire, donc encore une fois, un retard de dégradation d'un certain nombre de pathologies. Troisième point, la multiplication des maladies chroniques. Hélas, parce qu'on ne guérit pas beaucoup de maladies chroniques, aux environs de 20 millions de Français sont touchés par une maladie chronique, eh bien, la multiplication va se faire, et c'est quasiment inexorable, par le vieillissement de la population. Plus on vieillit, et plus, naturellement, on est soumis à des facteurs de risque, et plus on risque de déclencher des pathologies. Donc, le besoin et l'essor des interventions non médicamenteuses est quasi indispensable. Ça y est, c'est fait, c'est évident que dans les années qui viennent, il va y avoir de plus en plus de préoccupations autour de ces interventions non médicamenteuses parce que les populations vont également réclamer un certain nombre de soutiens. Autre point, et non des moindres, les études qu'on a pu faire, notamment dans le laboratoire Epsilon, autour donc des mesures économiques. C'est vrai qu'on s'est beaucoup intéressé à des paramètres médicaux, à des paramètres de qualité de vie, des paramètres de perception des symptômes, oui, mais on ne s'était pas trop intéressé aux aspects économiques et en quoi les liens entre l'efficacité et le coût et la dépense engagée étaient un élément important. Et on se rend compte que lorsqu'on fait des études avec des INM et qu'on compare les bénéfices acquis, évidemment il y a des bénéfices sur la qualité de vie, mais il y a aussi des bénéfices de réduction d'un certain nombre de dépenses de santé
de médicaments non programmés, de consultations non programmées ou d'hospitalisation, et notamment d'hospitalisation. Et donc ça, c'est un élément central aujourd'hui, de dire qu'un patient qui se gère bien, les investissements faits dans les interventions non médicamenteuses sont finalement très peu coûteuses par rapport à ce que ça économise de non-soins à faire. Et évidemment, souvent, ce sont des soins d'urgence. Autre point, la question autour de la prise inappropriée des médicaments. Évidemment, c'est un point un peu crucial qui a été soulevé par l'OMS dans les années 2000 en disant il faut faire très attention dans la maladie chronique, la façon dont les gens prennent les médicaments ne sont pas forcément toujours bien adaptés, et c'est ce problème de l'inobservance amène des réflexions sur quelle stratégie on peut mettre en place comme intervention non médicamenteuse pour tenter d'améliorer le fonctionnement. Autre point, une demande d'amélioration évidemment autour de la durée de vie. Tous les patients malades, on a tous envie de durer évidemment le plus longtemps possible, mais selon quelle qualité, et selon quel état, et dans quel état. Et donc ces réflexions arrivent aussi sur l'idée d'un compromis entre la durée de vie et la qualité de vie. Et donc la mesure de qualité de vie se fait de plus en plus et de mieux en mieux. Autre point, le point numéro 7, les coûts pharaoniques aujourd'hui de développement d'une nouvelle molécule pour un laboratoire pharmaceutique. Le coût s'élève sensiblement à 1 milliard d'euros, donc ce sont des coûts astronomiques pour développer une molécule de la recherche fondamentale vers la recherche appliquée et vers évidemment, in fine, la mise sur le marché. Donc il y a beaucoup de réflexions pour dire oui, le développement du médicament, mais en complément, peut-être qu'il y a quelques coûts à faire et on n'est pas du tout à ce niveau de coût. Autre point, la généralisation des TIC santé, des nouvelles technologies de santé. C'est vrai qu'on avait beaucoup de questionnaires, beaucoup de perceptions, beaucoup de subjectivité, mais en même temps que cette subjectivité, évidemment indispensable dans les études, il y a aussi des mesures aujourd'hui comportementales. On peut mesurer le nombre de pas que les gens font par jour s'ils sont dans un essai clinique avec un podomètre ou avec un actimètre. On va donc tout simplement au poignet avoir la possibilité de compter le niveau d'activité physique au quotidien. On peut avoir la possibilité de vraiment mesurer plus facilement les comportements dans les études, et ça c'est tout à fait nouveau, et à des prix évidemment qui sont défiant toute concurrence, et évidemment avec une facilité due à ces nouvelles technologies qui vont rendre plus facilement des mesures comportementales de santé. Et donc ça amène une réalisation plus facile, et donc un contrôle de l'efficacité des interventions non médicamenteuses qu'on ne pouvait pas souvent avoir pour plein de raisons, évidemment. Autre point important, l'avènement, l'évolution d'une médecine et d'une prévention basée sur les preuves scientifiques. Basée sur les preuves, ça veut dire réfléchir à des décisions, et pour les décideurs, au sens de l'assurance maladie, au sens des mutuelles de santé, de dire qu'est-ce qu'ils vont investir dans la prévention et comment, et selon des études fiables, et que évidemment l'étude d'une satisfaction, on va y revenir, d'une étude de cas est intéressante et indispensable, mais elle doit aussi se compléter de mesures qui vont être aussi expérimentales. Autre point, l'évolution vers un traitement qui se veut de plus en plus personnalisé, ça s'appelle la médecine des 4P, développée notamment par les États-Unis et par un centre particulier de recherche sur le domaine, en disant comment on va soigner dans les 50 ans qui viennent, et bien notamment par la notion de prévention qui va être un élément central. En gros, je suis aussi responsable de ma santé et je dois quelque part y contribuer. Alors de quelle façon ? Pas forcément d'une façon négative, avec des visions qu'on pouvait avoir en fin de 18e siècle, 19e siècle, d'une dérive extrêmement hygiéniste. C'est pas cette dérive-là. C'est plutôt en quoi et comment, parce que je m'implique et je m'intéresse à ma santé, clairement je vais pouvoir faire plus de choses dans la vie. Je vais pouvoir peut-être prévenir un certain nombre de risques, mais je vais aussi pouvoir peut-être faire plus de projets, je vais faire des choses. Vous voyez, on n'est pas dans une logique de contrainte et d'interdiction, mais au contraire, en quoi et comment s'intéresser à sa santé
clairement, c'est un bénéfice peut-être pour soi, mais aussi peut-être c'est un bénéfice pour sa famille, c'est aussi un bénéfice pour ses proches, c'est aussi une réflexion un petit peu générale de ce que je suis capable de faire moi, modestement, dans la contribution à une santé qui est un petit peu plus générique. Et dernier point, cette culture de la prévention, évidemment en France, on est peut-être le pays le plus en retard dans le domaine, en Europe, et peut-être, allez, on va dire presque dans le monde. C'est vrai qu'on a le privilège d'avoir des systèmes curatifs, thérapeutiques, et qui sont extrêmement brillants, extrêmement perfectionnés dans plein d'endroits. Vous avez un hôpital, vous avez des systèmes d'urgence qui sont remarquables dans tous les endroits de France et de Navarre, y compris dans les dom-toms. Mais par contre, un système de prévention, finalement, on n'y pense que peu, ou on ne donne que des grandes campagnes de promotion de la santé, mais pas des actions de prévention de la santé. La nuance, elle est forte. Évidemment, il y a des messages qui passent, mais entre le message qui passe, on sait, mais c'est pas parce qu'on sait qu'on fait. Et donc, dans beaucoup de pays, il y a des efforts qui sont faits pour investir dans les stratégies de prévention. Alors évidemment, les chiffres sont discutables et on peut toujours discuter, mais on est le pays qui investissons le moins dans la prévention, au sens large du terme, dans les préventions primaires, secondaires, tertiaires. On est ici dans une conférence grand public, donc je ne vais pas trop développer. L'idée étant simplement de donner le message qu'en France, c'est aux alentours de 7% de la totalité de nos dépenses de santé qui vont à la prévention. C'est un chiffre qui est microscopique. Et ces 7% sont essentiellement destinés aux grandes campagnes publicitaires, donc évidemment à la télévision ou dans les grands médias. Mais au-delà, les préventions un peu plus spécifiques, il ne reste plus grand-chose. Et donc, un prof de médecine, de l'Académie de médecine, Claude Dreux, a fait un rapport en 2013, il est téléchargeable sur Internet, en disant il est temps qu'on remette la prévention à l'ordre du jour, parce que c'est vrai que nous, Français, on a beaucoup investi dans les thérapeutiques, dans le curatif, mais dans le care, au sens anglais du terme, prendre soin des personnes. Finalement, notre investissement, il est que faible, et donc il va falloir peut-être s'y mettre de façon un petit peu plus efficace. Alors, très bien d'être plus impliqué dans les interventions non médicamenteuses. Mais la vraie question, c'est entre être satisfait de la prise d'une intervention non médicamenteuse, vous pouvez être satisfait d'une psychothérapie, vous pouvez être satisfait de l'usage d'un programme d'activité physique, d'un geste particulier d'ostéopathie. La vraie question, c'est entre la satisfaction individuelle, je connais quelqu'un qui est satisfait d'eux, et la preuve d'efficacité, le monde et l'écart est conséquent. Ça ne veut pas dire que les deux ne sont pas nécessaires et complémentaires, mais simplement, peut-être que ce n'est pas suffisant, et ce n'est pas suffisant au moment où, dans des cas particuliers, ou dans le laboratoire Epsilon avec Isabelle Bouls en particulier, on travaille sur la question du vécu du cancer et la façon dont le cancer est vécu dans les années qui viennent. Ah, il y a des gens qui, évidemment, parce qu'ils sont sensibles aux activités physiques, ils sont sensibles aux activités comme les activités de sport de combat, en disant je combats contre ma maladie, puis finalement je vais combattre contre quelqu'un, en combattant contre quelqu'un, je vais combattre ma maladie. Vous voyez un petit peu la symbolique qu'il y a derrière? C'est peut-être une bonne idée, mais encore faut-il le prouver, et encore faut-il ne pas aller trop loin quand on ne sait pas, vis-à-vis des malades, d'aller quasiment un peu loin dans la manipulation de certains patients fragiles qui vont dire finalement c'est peut-être cette voie-là. Alors je vous parle d'ici des sports de combat, mais repris par les journalistes, et qui font une sorte de raccourci très rapidement entre ces messages-là, en fait, sont sortis d'études de cohortes où on a suivi des gens dans le temps, et en pensant que c'est parce qu'elles ont fait du sport de combat qu'elles vont mieux. Mais en fait, elles n'étaient pas malades. Et donc le journaliste fait un amalgame entre avant cancer, après cancer, pendant cancer et après cancer. Et donc ces amalgames, ces raccourcis rapides, pour des gens fragiles, en demande, vont aller évidemment dans des dérives, dans des délires et dans des manipulations évidemment fortes. Donc leurrer des personnes, quand on est universitaire, là, vraiment je me mets dans la casquette d'universitaire, c'est vraiment pas notre job de leurrer des patients, de leurrer des familles, et évidemment des professionnels qui vont pour certains ne pas savoir, mais pourquoi pas prescrire tel ou tel sport de combat. Pourquoi pas?
mais simplement il faut le vérifier. Il faut le vérifier. Et ça, ça passe par un certain nombre de recherches. Et on va voir qu'aujourd'hui, ces questions-là, autour de ces recherches, les sociétés savantes doutent encore de l'efficacité de la majorité des interventions non médicamenteuses pour des raisons. Voici l'exemple de la Haute Autorité de Santé qui dit la chose suivante. C'est clair. Au regard des critères habituellement considérés pour l'évaluation de l'efficacité des traitements médicamenteux, donc le standard, c'est le médicament, les études évaluant l'efficacité des thérapeutiques non médicamenteuses présentent pour la plupart des insuffisances méthodologiques. Donc en gros, ils ne peuvent pas conclure. Il leur manque de la rigueur méthodologique, soit parce que le nombre de sujets n'est pas assez important, soit parce que finalement on n'a pas fait une étude, on va voir, un peu plus spécifique, on va dire randomisée. Peut-être que pour certains il n'y avait qu'un seul critère d'efficacité, mais finalement on ne peut pas arriver à conclure. Il y a une tendance, ça a l'air de marcher, mais on n'en sait pas grand-chose. C'est un vrai débat. Et aujourd'hui, évidemment, si on a des doutes, qu'est-ce qu'on fait en dernier ressort? C'est que les décideurs, l'assurance maladie, les mutuelles ou d'autres systèmes de santé au sens large que de prévention se disent à quoi bon tenter de rembourser quelque chose sur lequel on n'est pas encore sûr que ça marche vraiment. Même si de façon individuelle, même si de façon singulière, même s'il commence à y avoir quelques études, on n'a pas encore suffisamment de preuves pour le dire, donc finalement c'est pas remboursé. Donc finalement si c'est pas remboursé, c'est complètement exotique, donc si c'est exotique, ça reste de la culture générale et non pas une valeur ajoutée santé. Donc, si on reprend les standards du médicament, on se met dans la position de la Haute Autorité de Santé, qu'est-ce qu'elle a à sa disposition? Elle a des études spécifiques par médicament, par pathologie, qui prouvent l'efficacité. Elle a ensuite tout un dossier à faire d'autorisation de mise sur le marché dans une structure qui s'appelle l'Agence nationale, l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé. Donc un dossier est fait, le dossier est vérifié, contrôlé, etc. Et, in fine, l'utilisateur, l'usager, à quoi vous avez tous et toutes dans vos médicaments une notice qui précise à la fois les catégories pharmacothérapeutiques, qui montre les indications thérapeutiques, les contre-indications, qui précise les précautions d'emploi, qui précise les effets indésirables, les interactions potentielles à risque, et qui précise comment on le prend, comment on l'utilise, la posologie, d'accord, la durée, pourquoi pas la fréquence de prix. Dans les interventions non médicamenteuses, les études aujourd'hui de preuve, il y en a quelques-unes, mais elles ne sont pas encore assez nombreuses. Les autorisations, à qui on s'adresse? À l'Agence nationale de sécurité des médicaments, des produits de santé? Non, chaque fois qu'il y a un dossier qui va remonter dans cette structure-là, non, pas du tout. On n'est pas du tout. Alors, on s'adresse à qui? Il n'y a personne. Il n'y a pas d'interlocuteur national sur ces structures. Bon, très bien. Magnifique débat sur la cigarette électronique cet été. C'était magnifique. C'était un exemple parfait. C'est quoi une cigarette électronique? Un médicament pour arrêter de fumer ou pour ralentir sa consommation jusqu'à arrêter? Ok, très bien. Ça peut être effectivement une intervention de médicamenteuse. Mais, l'Europe a décidé de dire que ce n'est pas un traitement, et donc c'est une activité culturelle, donc c'est un produit de consommation courante, et on met la cigarette électronique sur le marché en Europe comme une utilisation. Alors évidemment, si on regarde ça d'un œil un peu machiavélique, on peut dire, ah ben oui, mais ça peut être aussi une incitation pour certains de commencer à fumer. Puisqu'on commence par la cigarette électronique, et peut-être que pour les jeunes générations, peut-être que demain, on va passer de la transition cigarette électronique au tabac. Autant que ceux qui veulent arrêter. C'est quoi cet outil? Cet outil, le juriste, il y a un moment, il faut qu'il se base sur des preuves, sur des études, et évidemment, pour la cigarette électronique, croyez-vous qu'il y a rien? Il n'y en a absolument aucune. Et l'Angleterre a décidé, contre l'Europe, ça arrive assez souvent d'ailleurs, quand même, de dire non, c'est un médicament,
Ça ne peut pas être délivré dans un bureau de tabac, électronique, mais elle doit être contrôlée et prescrite par un médecin dans le cadre d'un sevrage tabagique particulier, d'un accompagnement individuel d'un individu. C'est un choix, mais vous voyez que pour l'instant, il y a plus de croyances, il y a beaucoup de croyances sur ces interventions non médicamenteuses, et évidemment, il y a beaucoup de croyances, et il y a encore plus de croyances à l'usager, puisqu'aujourd'hui, vous rentrez chez un psychothérapeute, très bien, mais c'est peut-être important et intéressant de savoir ce que vous allez y trouver. Quelle catégorie, quelle approche théorique, quelle technique éventuellement. Est-ce que vous connaissez des indications thérapeutiques? Est-ce que vous savez quelles contre-indications, quelles préoccupations? Y a-t-il des effets indésirables de telle ou telle intervention non médicamenteuse? Y a-t-il des interactions avec certains médicaments? Tout ça, finalement, la posologie, est-ce que ça va durer 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans? Y a-t-il un contrat? Okay, on commence tous les 3 mois et puis on revoit. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est cadré? Finalement, l'usager, il n'est pas bien loti et il va à côté de chez lui et il voit tel ou tel acupuncteur et il rentre, la qualification, on n'est peut-être pas sûr exactement. Toutes ces questions-là se posent aujourd'hui et évidemment, il n'y a pas de règlement et il n'y a pas d'établissement de principe de base. Il n'y a pas de principe. Pourquoi? Parce que tout simplement, si on essaie d'être extrêmement schématique et réducteur, vous avez 2 voies. Soit les INM appartiennent à cette catégorie, ce sont des produits de consommation courante, la promotion de la santé, très bien, c'est important de dire qu'il faut manger des légumes, des fruits, des légumes, etc. C'est important de dire que c'est bien manger des brocolis, c'est bien, pourquoi pas, de faire du massage, c'est bien de faire un certain nombre d'activités, des campagnes de prévention de stress au travail, très bien. On est vraiment dans la catégorie ici, consommation courante, grande campagne de promotion de la santé. Soit, de ce côté, on est dans le médicament, la NSM, régulé, on sait exactement où on va, des produits de santé jusqu'aux médicaments, c'est extrêmement bien cadré. Ici, vous voyez cette liste, la liste elle est pléthorique évidemment, de règles hygiéno-diététiques, de vitamines particulières, ce fameux régime du camp. Ouais, c'est bien écrit, le régime du camp, il est magnifique. Aucune étude sérieuse sur le régime du camp. Et pourtant, monsieur a fait des campagnes, et on a l'impression qu'on a l'air de croire qu'il dit quelque chose de sérieux. Mais il a fait que des études de satisfaction. Il a fait que des études de satisfaction, évidemment, à très court terme. Dans tous ces régimes, il a fait surtout des études à très court terme. Donc oui, les gens peuvent perdre du poids s'ils mangent beaucoup de protéines. Oui, mais vous savez l'effet yo-yo qu'il y a, et le changement de comportement de santé, et autres qu'il peut y avoir sur le long terme. Donc ce monsieur Ducamp, il a fait un peu fortune sur simplement dire que son régime, il marchait. En fait, il marchait, est-ce qu'il est efficace ou est-ce que les gens étaient satisfaits? Oui, probablement que les gens étaient satisfaits à court terme. Mais des vraies études sérieuses dans le domaine, il n'y en a pas. Sur l'ostéopathie, il y a beaucoup de réflexions actuellement sur l'ostéopathie, sur le tai chi, sur un certain nombre d'activités physiques qui pourraient avoir des bénéfices dans la lutte contre un certain nombre de pathologies. Oui, soit. Mais de véritables études sérieuses, établies, qu'on pourrait vérifier, ça reste encore un petit peu discutable. Et évidemment, pour les traitements psychologiques, on voit apparaître aussi aujourd'hui des jeux vidéo, on voit apparaître également des choses comme le mindfulness, des thérapies de pleine conscience. Bon, soit, pourquoi pas, on peut en discuter, mais ont-elles vraiment fait leur preuve? Pour qui? Dans quelles conditions? Peut-être qu'un jour ou l'autre, les utilisateurs auront un certain nombre de besoins. Alors, on s'est intéressé ici, dans l'ICEPS, à cette idée que comment un décideur qui connaît rien au sujet, qui a un dossier, doit pouvoir trancher. Alors, il est intéressant de voir ce que les autres font et donc comment l'Agence nationale de la sécurité des médicaments et des produits de santé font. Alors, voici la définition des dispositifs médicaux. Et, pardon, pas la définition, mais les recommandations. Et il demande qu'il y ait des essais randomisés contrôlés pour prouver la supériorité d'un produit par rapport à la stratégie de référence. Donc en gros, prouvez-nous que ça marche et prouvez-nous que c'est plus efficace ou de non-infériorité, en tout cas dans certains cas de figure.
Et voilà ce qu'ils mettent sur leur site, et que je trouve extrêmement explicite. Soit le produit fonctionne pas bien, c'est insuffisant, donc pas de remboursement, soit c'est suffisant, et ils arrivent même à grader le niveau d'apport. Qu'est-ce que ça apporte? Ils gradent, et vous avez pigé que derrière, il y a des réflexions après de remboursement et de reste à charge pour les patients, d'efficacité ou pas efficace. Et effectivement, des commissions sont là pour après dire comment ça peut être efficace. Donc, voici c'est très schématique, mais voici comment fonctionne la NSM pour dire après aux décideurs comment on va rembourser ou pas. Alors, dans les INM, la question, elle est ici. Il y a beaucoup de recherches fondamentales sur les mécanismes, sur comment on fonctionne, sur un nombre très conséquent d'aspects, mais une fois qu'on a cette INM, une fois qu'on a fait un prototype, si on était en nouvelle technologie de santé, la question c'est comment après on passe dans cette phase de recherche clinique pour tenter de montrer les preuves. Et est-ce qu'on doit y aller? Pour l'instant, il n'y a pas de débat tranché sur la question, donc c'est juste une proposition qu'on fait de dire que finalement peut-être que ces études ne sont pas aussi opposées, mais qu'elles pourraient être tout à fait complémentaires. Complémentaires, comment? Alors, la phase 1, cette phase où on étudie la tolérance, la toxicité, on peut l'étudier en fait de cette façon-là. On prend des sujets, des patients, un groupe spécifique, et on va en moyenne regarder si la satisfaction, et la satisfaction peut se mesurer qualitativement, naturellement, la sécurité et la qualité de vie va être améliorée. Donc on regarde un groupe, on suit un groupe, et est-ce que potentiellement tous les patients, et je devrais faire quasiment des trajectoires individuelles pour voir à quel point chacun évolue et si la moyenne évolue de façon significative et que manifestement l'INM produit quelque chose. Et là, on n'a pas besoin d'avoir une étude avec des dizaines et des dizaines de patients. Quelques patients suffisent à indiquer qu'effectivement cette INM a l'air d'apporter quelque chose et effectivement on n'est pas sûr du tout que ça apporte quelque chose. Pourquoi? Parce que est-ce que c'est un effet placebo pur et dur? C'est-à-dire qu'on n'a pas regardé s'il y avait un beau contrôle là, en l'occurrence. Est-ce que c'est une évolution naturelle des patients? Est-ce que c'est juste un phénomène de retour à la moyenne? Tout le monde retourne à la moyenne parce qu'on a pris des sujets particuliers? Ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs confondants? Donc la voie de généralisation, par ce qu'on appelle des études ici de clinique de suivi, on pourrait faire des cohortes, c'est pareil. Finalement, on peut douter, mais on est déjà dans une première phase de démonstration. La deuxième phase sont des phases de concept, des preuves de concept. Apporter des preuves de concept, c'est quoi? C'est prendre deux groupes de patients qu'on va suivre, on va proposer à un groupe de faire l'INM expérimental. À l'autre groupe, on va dire, bah, écoutez, on ne peut pas tout de suite, on vous propose de le faire dans les 6 mois qui viennent. Donc on propose de le faire, si on mesure par exemple entre le début et la fin, 6 mois après, on propose à ce groupe-là de faire le traitement, les thérapies, donc ça ne change pas grand-chose, ça décale simplement dans le temps. Et on peut ici vérifier s'il y a, par rapport au groupe contrôle, une évolution moyenne différente. Et effectivement, dire, là, il y a une vraie tendance. Donc on en est là, actuellement. Dans beaucoup d'études dans les INM, il y a beaucoup d'études de ce niveau-là. Mais, est-ce qu'on n'a pas fait des biais d'attribution? Est-ce qu'on n'a pas des problèmes d'hétérogénéité dans les groupes? Bah, finalement, on pourrait en discuter très longtemps. Et la dernière phase qui se discute s'appelle l'essai randomisé contrôlé. Le terme de randomisation, c'est une affectation dans deux groupes différents, tirés au sort, ce qu'on appelle un essai clinique. Donc l'un, groupe de patients, va faire le placebo, l'autre va suivre l'intervention, avec plus de groupe contrôle que placebo. Et l'idée, c'est de mesurer les bénéfices en termes d'efficacité, d'indicateurs cliniques,
d'indicateurs également subjectifs, qualitatifs. Mesurer la sécurité, y a-t-il des problèmes, évidemment, particuliers, ça pourrait arriver, il peut y avoir un certain nombre de problèmes dans les programmes d'activité physique, dans les programmes de psychothérapie, enfin, il peut vraiment se poser un certain nombre de problèmes, de mesurer la qualité de vie et de mesurer l'utilité. Et je pense qu'un des avenirs potentiels, si on va dans cette direction de ce genre d'études, de mesurer les non-hospitalisations, les non-prises de traitements non programmés. Et donc nous, on a pu prouver dans la BPCO il y a quelques années, dans une maladie particulière, une maladie respiratoire, où on arrivait à diminuer quasiment par 3 le nombre de jours d'hospitalisation des patients sur une année. Donc évidemment, c'est très très important pour la qualité de vie des personnes, mais à 4 000 € par jour d'hospitalisation, si on économise, vous voyez un petit peu les chiffres que ça peut représenter très rapidement. Et donc on avait en moyenne pour les BPCO 8 000 € de moins par an et par patient d'hospitalisation. Donc évidemment, voilà, pour plus d'1,5 million de Français touchés par la BPCO, on peut faire vite, et ça ne coûte rien. Donc en payant l'INM, finalement, ça ne coûte pas grand-chose. Donc aujourd'hui, et je n'ai pas la réponse, et la conférence elle est surtout là pour discuter, et on réfléchit entre nous à ces questions-là. Mais il est évident qu'on est en train de passer de standard de phase 1 à phase 2 et peut-être à phase 3, et que souvent on oppose, quand on est à l'université, ces méthodes, des méthodes extrêmement ici qualitatives sur lesquelles on observe un certain nombre de sujets, on va avoir une évolution à des mesures et des comparaisons de groupes, à ici des phases 3, mais elles sont plutôt complémentaires. Et lorsqu'on regarde la littérature médicale et les bases de données aujourd'hui, je me suis juste amusé à compter le nombre de publications entre les années, alors ça va dépendre en tout cas, mais c'est plutôt des années 60-70 jusqu'à aujourd'hui, et de combien il y a d'études. Donc c'est pas important de retenir le chiffre, c'est plus important de retenir les pentes, et donc le nombre d'études de phase 3 qui existent aujourd'hui sur Medline, donc uniquement avec les mots-clés. Il faudrait les reprendre parce que le chiffre ne doit pas être exact, parce qu'il peut y avoir plusieurs publications à partir d'une seule étude. Mais en tout cas, de juste voir les tendances, qu'aujourd'hui, dans la nutrition, dans les régimes, ici, dans les thérapies physiques, dans les gestes thérapeutiques, dans les traitements psychologiques, donc dans les psychothérapies, ici, comme ici dans l'éducation thérapeutique, le nombre d'études dans le domaine est en train de monter de façon tout à fait importante, ce qui fait qu'il n'y a pas nécessairement à les refaire, donc à réinventer la roue. Si ça existe, et si ça existe dans certains pays, peut-être que les autorités de santé vont pouvoir dire « Ok, on prend ce genre d'études », et donc il va y avoir de plus en plus d'études, de plus en plus de résultats qui démontrent, et non plus qui montrent, mais qui démontrent l'efficacité de telle ou telle intervention non médicamenteuse. Alors la bonne nouvelle, c'est que la région Languedoc-Roussillon a établi une stratégie sur 2015-2020 en disant quelles sont les priorités des 5 prochaines années dans Languedoc-Roussillon. Et donc, ils ont mis, on est un peu heureux qu'ils aient mis ça et qu'ils aient identifié, que les interventions non médicamenteuses étaient une des priorités régionales. En disant qu'est-ce qu'on fait en région Languedoc-Roussillon et dans le domaine de la santé. Bon, à Toulouse, c'est plutôt les avions. Nous, on fait plutôt les interventions non médicamenteuses, vous voyez, thérapie innovante et ciblée et biomarqueurs de diagnostic médical. Donc, on a vraiment ici, dans l'interface de collaboration dans le domaine des SHS, en lien avec les gens qui font de la recherche clinique, vraiment quelque chose et un rôle à jouer de façon significative. Et c'est la raison pour laquelle on s'est amusé avec un certain nombre de collègues à monter ces congrès. Et donc la prochaine édition est en mars prochain sur l'efficacité des interventions non médicamenteuses. Et on voit bien que personne n'a vraiment la réponse. Il n'y a pas une discipline particulière qui a la réponse aujourd'hui. C'est plutôt un débat entre des juristes, entre des méthodologistes, entre des cliniciens, entre des gens qui sont experts de nutrition, d'activité physique, de psychothérapie, de dire comment on va, grosso modo, établir les règles, et que si on est peut-être trop copié au modèle de démonstration des médicaments, ça ne marchera jamais,
Mais si on reste dans les méthodologies de consommation courante et de la satisfaction, ben finalement, il n'y aura pas non plus il y aura que deux mondes, il n'y aura pas ce monde un peu intermédiaire. Donc c'est un vrai débat à avoir et qu'on a dans le laboratoire en particulier. Si ça vous intéresse, j'ai fait un blog sur le sujet. Voilà, donc je me suis un peu amusé cet été à développer un blog avec un certain nombre de définitions. Aujourd'hui, il y a plein de... Donc voilà l'adresse, c'est blog en santé, ça se trouve assez facilement, mais avec un certain nombre d'articles et d'essais de phase 3 en particulier. Donc si vous souhaitez, vous pouvez laisser un commentaire sur le blog ou sur un article. Ce ne sont pas nos articles, mais des articles qui ont été publiés dans le domaine, dans tous les secteurs des interventions non médicamenteuses. Et je trouve que la lecture j'en fais à peu près 3 par mois, des papiers, ça montre à quel point l'interprétation des règles de démonstration de l'efficacité est assez conséquente. Donc en conclusion de cette présentation, je pense que tout un chacun, si on pouvait tenter de résumer un petit peu cette perspective des interventions non médicamenteuses, tout un chacun devrait savoir si une INM pour une maladie donnée peut potentiellement guérir et quel est le niveau de preuve, augmente ou pas la durée de vie, diminue des symptômes, prévient l'apparition de nouvelles maladies, améliore la qualité de vie et la participation sociale, potentialise les effets des traitements biologiques conventionnels et enfin réduit les dépenses de santé et les dépenses indirectes et donc permet aux gens finalement de vivre mieux, en meilleure santé et plus longtemps. Et aujourd'hui, finalement, on ne sait pas encore grand-chose et j'espère que dans les 20 années, au moins les 20 années qui viennent, on va bien progresser justement à cette démonstration. Voilà, je vous remercie de votre attention.